Vous êtes nombreux à nous suivre tous les soirs sur Africa Today. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Les élections locales auront-elles lieu cette année? En tout cas, le directeur de la communication de la CENI reste persuadé. Il l'a réitéré à nouveau dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus en début de week-end. Mais pour le président du CNOSC, l'enjeu pour la réussite de cette élection est d'abord de rassurer les acteurs politiques et de rétablir la confiance auprès des citoyens. Aïssata Fofana. Après l'orage de la crise qui a secoué la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est aujourd'hui au travail. Et le défi du moment, c'est l'organisation des élections locales repoussées à maintes reprises depuis 2011. Une tâche dont la nouvelle équipe dirigeante de la CENI dit être fin prête à accomplir. Dans les prochains jours, nous allons organiser ces élections à date parce que c'est un commun accord avec les partis politiques. Chacun doit jouer sa partition et on va sortir le chronogramme dans les prochains jours et nous allons prendre d'assaut les QG des partis pour exposer ce chronogramme. Mais pour le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, la réussite de cette élection dépend d'un certain nombre de critères. Ça veut dire réviser le fichier électoral dans les meilleurs délais pour qu'on ait des listes électorales propres. Deuxièmement, c'est mettre en place des opérations électorales qui soient participatives, inclusives, transparentes et qui puissent impliquer et rassurer tous les acteurs de la vie nationale. Et la dernière chose qui me semble être importante, c'est que ces élections soient apaisées et les résultats soient acceptés par les différents compétiteurs. Outre ceux énumérés, Dansa Kourouma exhorte aussi le nouveau président de la CENI à résoudre le problème de transparence dans la gestion des budgets alloués. La CENI a deux gros budgets, c'est le budget de fonctionnement et le budget électoral. Et le plus souvent, la gestion de ces budgets pose problème. Alors, M. Kébé doit mettre en place les normes de gestion à travers un manuel de procédure de transparence. Et après chaque opération électorale, que le résultat en matière de budget électoral soit présenté à l'opinion pour que la CENI soit une CENI acceptée. Espérons que cette énième annonce de la CENI aboutisse à une élection apaisée vu l'enjeu que ces communales suscitent. Après 2 jours de labeur, l'atelier de formation axé sur l'administration fiscale guinéenne a pris fin ce samedi à Conakry. Une session de travail qui a permis aux professionnels de médias de comprendre l'organisation et le fonctionnement du système fiscal de la Guinée. Les débats ont aussi porté sur les réformes engagées par la Direction nationale des impôts. Compte rendu Oumar Sow. 48 heures d'échange auront permis aux hommes de médias de s'approprier les questions liées à la fiscalité. Durant ce séminaire, de larges communications ont été faites notamment dans le domaine de la fiscalité. Selon le directeur général de la structure Wassolon Agency Communication, cette participation massive témoigne de la volonté des journalistes d'apprendre les notions essentielles des instruments de gouvernance ainsi que le lexique usuel dans le domaine de la fiscalité et de l'administration guinéenne. À partir de cet instant, il est suscité en vous, nous y espérons, une envie d'approfondir les enseignements reçus en vue des journalistes spécialistes des questions de fiscalité et à la longue, pourquoi pas, des journalistes auteurs de publications sur une ou des questions liées à la fiscalité et à l'administration fiscale guinéenne. Des travaux qui ont suscité l'intérêt général des participants qui souhaitent que ce genre de formation soit démultiplié dans les différents secteurs. Par ailleurs, les bénéficiaires de la dite formation promettent d'œuvrer pour la vulgarisation des actions de l'administration fiscale dans l'intérêt de tous. Il y aura une meilleure visibilité de la Direction nationale des impôts et de ses activités et que cela va permettre à davantage, si vous voulez, défendre l'intérêt des populations guinéennes qui ont tant besoin d'améliorer leurs conditions de vie et de leur pouvoir d'achat. Au terme de cette session de formation, le directeur national des impôts s'est félicité de la portée que cela va susciter au niveau de la population qui a besoin d'être édifiée sur la destination des taxes et impôts qu'elle paye. La finalité, je l'ai dit, de l'impôt, c'est le bien-être social. Pour que cela soit, il faut que le citoyen renouvelle sa confiance en notre administration. Cette confiance ne saurait être acquise que lorsque nous nous rapprochons des citoyens. Et cet exercice de proximité ne peut être joué que par l'information, par la presse.
Grâce aux connaissances tirées des enseignements reçus dans le cadre de cette formation, les professionnels de médias espèrent être à mesure de relayer l'information fiscale à l'endroit des populations cibles. Deux présumés malfrats ont été présentés ce samedi par la direction centrale de la police judiciaire. Il s'agit d'un étudiant et d'un mécanicien qui auraient dévalisé une boutique à Mamou et emporté une somme de 50 millions de francs guinéens. Explication Bamamadou Alpha. Peut-on parler d'une première lorsqu'un présumé bandit reconnaît les faits qui lui sont reprochés et apprécie en même temps le travail et la promptitude des agents des forces de sécurité? En tout cas, Boubacar Diallo, jeune étudiant à l'UST de Mamou, interpellé dans une affaire de vol, l'a fait savoir ce samedi à Conakry. C'est par séduction et ambition. C'est dans ce cas que je me suis lancé dans ça. On a allé acheter ses pieds de bis. On est allé là-bas vers les environs de minuit comme ça. Moi j'ai été surveillant, il a effracté la porte. On est rentré, on a levé une chambre là-bas, juste le téléphone. La DPJ mérite d'être équipée parce que des agents qui sont bien formés et qui sont capables. Donc vous êtes étonné? Oui, effectivement, je suis étonné franchement. Comment ils sont parvenus à vous? Franchement, surtout M. Kapassan en plus Tchernoba. Franchement, ils sont capables. Franchement, la DPJ mérite d'être équipée. Ce dernier, accompagné de son ami Tcherno Amadousso, mécanicien de son état, aurait dirigé une opération de cambriolage dans la commune urbaine de Mamou et plus précisément dans la boutique d'un certain Tchernomaka Diallo. Ces deux mis en cause reconnaissent avoir emporté un montant de 50 millions de francs guinéens et 19 téléphones. Et le porte-parole du ministère d'État de la Sécurité et de la Protection civile explique le mode d'utilisation de cette somme. De la somme de 50 millions, ils avaient acheté 2 motos TVS et une voiture qu'ils ont payé en taxi. Et des enquêtes nous ont permis aussi de mettre main sur plusieurs autres téléphones fruits de ce vol. Et ces individus vont être présentés dès le lundi au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. Et Boubacar Kassé profite d'ailleurs de cette occasion pour solliciter la collaboration des citoyens afin de lutter contre l'insécurité grandissante dans le pays. Santé, on en parle, les infections sexuellement transmissibles deviennent de plus en plus une préoccupation de santé publique, aussi bien pour les autorités sanitaires que pour les citoyens. Selon certains spécialistes, si elles ne sont pas prises en charge à temps, elles peuvent conduire à une stérilité. Yao Bachir a rencontré un médecin spécialiste. Suivez son reportage. Les infections urinaires et gynécologiques sexuellement transmissibles sont, selon le cabinet Belair, en recrudescence à travers le monde. En Guinée, elles génèrent des conséquences néfastes sur la fécondité. Dr Gaussou Fadiga est médecin généraliste spécialisé en naturopathie. Il revient sur quelques-unes de ses caractéristiques. D'abord, les premières manifestations de ces infections, c'est des gonocoxies et des blénorragies. Ça veut dire, dès qu'il y a des rapports entre l'homme et la femme, ils font des écoulements blanchâtres, etc. Et ces premières réactions sont traitées par les pénicillines, par les antibiotiques et qui reculent et qui se bloquent. Et maintenant, ça peut revenir, surtout la femme est plus complexe que l'homme. Ça peut revenir en perte blanche, comme ça peut revenir en perte avec démangeaison, comme ça peut revenir en perte avec coloration, parce que ce qu'on a utilisé, c'est des produits avec des couleurs, comme ça peut venir avec des pertes, avec des démangeaisons, etc. et aussi avec des lourdeurs, avec des odeurs. Des infections qui peuvent prendre d'autres formes pour empêcher la fécondité, indique le chercheur. Ces infections-là se compliquent à court terme ou à long terme. Ça veut dire que ça se complique de ce qu'on appelle aujourd'hui varicocèle. Agiospermie, ça veut dire les spermes n'ont pas de spermatozoïdes, qui provoquent aujourd'hui des problèmes de fécondité chez les hommes. Et en réalité, ces problèmes de fécondité se compliquent aussi en prostate chez les hommes en âge avancé. Tout ça, c'est des infections et on les appelle en réalité des infections mal soignées. Mal soignées, les infections sexuellement transmissibles peuvent même attaquer les reins en provoquant des douleurs indescriptibles. Et ça peut se attaquer même les reins parce qu'il y a les néphrites, les douleurs rénales qu'on appelle hernie discale conventionnellement, qui sont aussi
des douleurs qui réellement se forment ou se transforment en douleurs radiantes, c'est-à-dire les douleurs qui ne restent pas une seule place, mais parce que les douleurs statiques, ça c'est le rhumatisme, mais ces douleurs rénales qui radient, qui descendent au niveau des pieds et jusqu'aux genoux, jusqu'en bas, c'est des douleurs qui sont et qui font partie de la confirmation de ces infections mal soignées, de ces infections génito-urinaires qui peuvent être urologiques ou comme gynécologiques. Donc ces infections-là, réellement ne peut se traiter que naturellement. Le traitement de ces infections transmissibles doit être prescrit aux deux partenaires sexuels, précise le naturopathe. La Guinée ne reste pas cette année en marge de la célébration de la Journée mondiale de la photographie. Pour la première fois, le pays célèbre ce moment qui rappelle la création de l'appareil photo en 1939 par le physicien français François Arago. Les reporters photographes de Guinée mettent l'environnement et le patrimoine historique au cœur de cette célébration pour, disent-ils, donner une large visibilité au pays. Ça, Alouyombuno signe ce compte rendu. Il aura fallu plus d'un demi-siècle après pour que la Guinée se joigne à la célébration de la Journée internationale de la photographie. Cette célébration a été rendue possible grâce à l'Association des journalistes photoreporters de Guinée. Pour ces acteurs du monde photographique guinéen, c'est le lieu de promouvoir leurs activités. Pour nous, c'est une journée spéciale. On parle de la photographie en Guinée, partout à travers le monde, parce que la photographie avait tendance à disparaître. Mais nous, on ne peut pas, on ne veut pas et on ne peut pas faire disparaître la photographie parce que nous détenons les archives de la Guinée à travers nos photos. En célébrant la photographie, les professionnels du domaine mettent l'environnement et le patrimoine historique au cœur des débats. À travers cette thématique, les reporters photographes de Guinée veulent aussi montrer leur pays à la face du monde. C'est une manière de vendre la Guinée. Le problème est qu'on a un problème, on est démunis, sinon on a les images, nous, nos archives, c'est ce qui représente réellement la Guinée en matière de photographie, parce que tout peut mourir, mais la photo ne peut pas mourir. Une thématique qui, aux yeux du département de l'environnement, suscite un intérêt majeur dans le cadre de la protection de l'écosystème guinéen. Comme vous le savez, la protection de l'environnement passe en premier lieu par la préservation des milieux naturels, c'est-à-dire l'eau, le sol, le sous-sol. Et actuellement, comme vous le savez, le gouvernement a mis en place le document de politique nationale d'environnement, qui est désormais un cadre de référence et d'orientation pour tous les acteurs qui interviennent dans la gestion des ressources naturelles et de la préservation de l'environnement. C'est le 19 août 1839 que le physicien français François Arago a inventé l'appareil photo. Depuis cette année, l'humanité met cette date à profit pour célébrer cette invention qui a donné un autre sens au monde en immortalisant les hommes et leurs œuvres. On part en Sierra Leone où la situation est de plus en plus dramatique après les coulées de boue meurtrières qui ont fait plus de 400 morts et des centaines de disparus. La Croix-Rouge alerte désormais sur le risque d'épidémie et sur une crise qui dépasse les capacités du pays. Regardez. Parer à l'urgence le plus vite possible, car il n'y a plus de temps à perdre. La Croix-Rouge distribue l'aide humanitaire au compte-gouttes dans les quartiers de Freetown, les plus touchés par les inondations. Ici, les habitants ont tout perdu. Là où nous habitions, tout a été balayé par les inondations. Nous étions très proches de l'eau lorsque la catastrophe s'est produite. L'eau a tout brisé, tout emporté sur son passage. 4 jours après les inondations et les torrents de boue qui se sont déversés dans les rues, ravageant tout sur leur passage, les pelleteuses s'activent toujours pour retrouver des survivants improbables. Plus de 600 personnes sont portées disparues. Le bilan est de 400 morts et ceux qui par chance ont survécu n'ont plus de toit. 3000 personnes vivent à ciel ouvert ou dans des logements de fortune comme cette mère de famille. Je n'ai pas de matelas où dormir, ni de moustiquaires, ni de médicaments pour mon enfant. Les enfants, voilà bien la priorité des secours qui s'activent pour les soigner, car la situation sanitaire s'aggrave d'heure en heure.
Des cadavres se trouvent toujours dans des maisons inondées, contaminant l'eau. Notre souci est maintenant l'apparition de maladies d'origine hydrique, par exemple le choléra, les maladies typhoïdes. Face à l'urgence, l'aide internationale s'organise. La Chine a envoyé des moyens financiers et médicaux. Le Royaume-Uni a annoncé une aide de 5 millions d'euros, diverses ONG et à l'ONU déjà sur place. L'Union européenne, le Togo et les pays d'Afrique de l'Ouest ont promis de l'argent et des produits de première nécessité, car le temps presse pour les sans-abri et les 123 orphelins. L'enquête avance donc rapidement en Catalogne après ces attentats de Barcelone et de Cambrils. L'attentat à Cambrils, qui vient d'ailleurs d'être revendiqué par Daesh, c'était le cas également de celui sur les Ramblas de Barcelone. Une cellule djihadiste d'une douzaine de personnes serait à l'origine de ces attaques qui auraient dû être de plus grande ampleur à l'origine. Parmi ces personnes, un Marocain de 22 ans serait toujours en fuite. Suivez. Voici l'homme le plus recherché d'Europe, Younes Abou Yacoub, un Marocain de 22 ans, l'un des derniers membres du réseau encore en fuite. Ses papiers ont servi à louer plusieurs des véhicules impliqués dans les attaques meurtrières, notamment une Kangoo blanche retrouvée à Cambrils, là où le commando de 5 a frappé. Sur ces 5 hommes tués par la police, 3 ont été identifiés. 3 jeunes Marocains résidant en Espagne, tous originaires de la même ville de Ripoll. Alors ce matin, impossible de rentrer ou de sortir de cette petite ville sans être minutieusement fouillé par la police. Et les interpellations se multiplient, notamment dans l'entourage des frères Oukabir. Car le profil de Moussa Oukabir, 17 ans, le plus jeune du réseau, intrigue les enquêteurs. Déjà, il y a 2 ans, il postait des messages radicaux sur les réseaux sociaux. Si tu devenais roi absolu du monde entier, que ferais-tu en premier ? Tuer les infidèles et ne laisser en vie que les musulmans qui suivent la religion. Il vivait dans cet appartement. Ses voisins le décrivent comme quelqu'un de renfermé. C'était un gamin petit, émacié. Quand on le croisait, il se taisait, ne disait pas bonjour, rien. Aujourd'hui, j'ai peur. Je ne peux pas m'empêcher de penser que mon voisin était un terroriste. Ça fait peur. Un réseau qui, depuis cette maison d'Alcanar, semblait préparer un attentat encore plus meurtrier avec des explosifs. Mercredi soir, leur base arrière a explosé et cela aurait déjoué leur plan. C'est l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs. Ce matin, les policiers continuent d'inspecter la maison. Ils ont déjà retrouvé des traces de TATP et des dizaines de bonbonnes de gaz. 2 personnes sont mortes lors de l'explosion. 2 hommes soupçonnés de faire eux aussi partie de ce réseau terroriste. L'été décidément mouvementé aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Cette fois, c'est le sulfureux conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui s'est fait mettre à la porte au terme d'une semaine riche en polémiques. Regardez. Le départ de l'un des personnages les plus controversés de l'administration Trump. Steve Bannon, stratège en chef, l'un des architectes de la victoire surprise de Donald Trump. Un de ceux qui a le plus aidé à véhiculer ses promesses auprès d'un public conservateur qui se méfie des élites. À la Maison-Blanche, Steve Bannon était vu comme le gardien des promesses nationalistes et populistes de Donald Trump. Notamment sa ligne dure contre les immigrants illégaux et ses positions favorables à une guerre commerciale avec la Chine. Partisan de la ligne dure, sa présence à la Maison-Blanche était controversée depuis les tout débuts. Il manœuvrait pour dénigrer ses adversaires. Ses idées allaient souvent à l'encontre des politiques plus centristes, venant d'autres conseillers ou même de l'entourage du président. Plusieurs lui reprochaient aussi de tenter de se présenter comme le véritable maître de la Maison-Blanche. Cette semaine, le président est venu à sa défense d'une manière un peu tiède. C'est un personnage bien, expliquait Donald Trump, mais la presse le traite mal. Son départ pourrait aider à ramener du calme à la Maison-Blanche et peut-être pousser les politiques de l'administration Trump davantage vers le centre. Steve Bannon est le 8e haut placé à quitter la Maison-Blanche en 8 mois bien controversés. Tous ceux qui figurent sur cette photo, prise au début de l'année, sont partis. Ne reste plus que Donald Trump et son vice-président.
Direction le Brésil où on reparle de l'ex-président Lula. Malgré ses déboires avec la justice, celui-ci nourrit encore des ambitions présidentielles et le fait savoir. Suivez. 3000 personnes rassemblées dans un stade qui peut en contenir 50 000, ce n'est pas la foule des grands jours. Mais Lula veut relancer le débat politique. Il prépare surtout, sans vraiment l'annoncer, sa 5e candidature à la présidence. En 2018, nous allons mettre à la tête de ce pays un démocrate pour le gouverner. Et nous devons commencer à nous organiser maintenant. Pour les militants du Parti des travailleurs, c'est évidemment Lula, cette personne. Mais sa candidature est suspendue à la décision de la Cour d'appel. En juillet dernier, l'ex-président a été condamné à 9 ans et demi de prison pour corruption dans l'affaire Petrobras. Il fait aussi l'objet de 5 autres chefs d'inculpation. Lui et ses partisans dénoncent un complot. Lula est notre candidat. Il est notre plan A, B et C. Nous n'avons pas d'autres candidats. Une élection sans Lula serait une fraude. Nous ne pouvons pas empêcher le leader le plus populaire du Brésil, celui qui est en tête de tous les sondages, de participer à l'élection. Cette tournée de 3 semaines dans le Nord-Est est un retour aux sources pour Lula. C'est l'une des régions qui a le plus bénéficié de sa politique sociale. Je suis ici pour lui offrir mon soutien parce que je sais que c'est grâce au gouvernement de Lula que nous avons accès à l'université. Les gens doivent être reconnaissants. Lula a quitté le pouvoir en 2010 avec une cote de popularité à 80% et il est aujourd'hui en tête des sondages. Mais il faudra tenir la distance. S'il est réélu président, il bénéficiera aussi d'une immunité judiciaire. Et c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe d'Africa Today. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.tamtamguinée.com. Bonne soirée.